Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'automne 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull, je suis coordonnateur des Instituts et de la série de conférences Impact 3. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Comprendre certains enjeux de l'heure. Donc, on parlera d'intelligence artificielle, de cybersécurité, et puis on va mettre la loupe qui va toucher la réussite de l'élève. Je suis très aussi heureux de souhaiter la bienvenue à Nicole Arsenault, notre formatrice, qui est avec nous d'École branchée. Alors, bienvenue. Avant de débuter, de donner la parole à Nicole, j'aimerais simplement vous donner certaines consignes par rapport à cette formation. Alors, pour commencer, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. En plus, vous avez probablement remarqué que vous avez accès à votre micro et votre caméra. Donc, si le cœur vous en dit, on vous invite à ouvrir votre caméra et à mettre votre micro en sourdine durant cette formation. Par contre, si vous avez une question ou encore un commentaire, eh bien, n'ayez pas peur d'utiliser votre micro ou encore d'utiliser la boîte de clavardage. Finalement, le Centre Franco aimerait remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à ce financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Bon, alors voilà, l'intro est faite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation et, comme disait l'autre, c'est à ton tour, Nicole. Mais merci beaucoup, Louis. Ça fait Merci plaisir. à vous toutes et tous d'être là avec moi. C'est très apprécié, puis je suis fébrile d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, comme on voit mon écran, ma diapo, donc le titre, c'est vraiment comprendre certains enjeux de l'heure pour porter sur la réussite de l'élève. Donc, ça va être une session, une perspective un petit peu plus macro. On n'ira pas en grand détail sur ces thématiques-là, mais on va essayer de comprendre les enjeux d'une perspective plus macro. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la reconnaissance du territoire. Donc, je l'ai légèrement modifié pour que ça soit plus authentique pour moi de ma part. Donc, j'aimerais prendre un petit moment pour reconnaître le territoire sur lequel nous nous rassemblons virtuellement aujourd'hui. Bien que je suis moi-même située au Québec, je tiens à honorer et à remercier les peuples autochtones pour le partage du territoire Oniatari que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Ontario. Ce territoire, qui est aussi riche qu'ancien, a été parcouru et entretenu par les générations passées, celles d'aujourd'hui et celles qui viendront. En nous rappelant les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation, nous reconnaissons l'importance de l'éducation pour comprendre notre passé et apprendre à cohabiter de façon respectueuse sur cette terre que nous partageons. Puissions-nous avancer ensemble dans un esprit d'unité et de respect. Alors, pour commencer, vous remarquerez que je ne me présente pas encore officiellement parce que pour moi, c'est plus important de savoir à votre sujet. Je suis très curieuse de savoir, peut-être avec l'avantage, s'il y en a qui veulent parler à voix haute aussi, c'est quoi votre rôle à vous en éducation? Êtes-vous des enseignants? Êtes-vous des directions d'école? Êtes-vous des consultants? Je serais très curieuse de savoir qui est avec moi aujourd'hui. Pourquoi vous vous êtes inscrit à cette session-là en particulier? Puis c'est quoi que vous espérez retirer de la formation? Parce que ça va me permettre, moi, j'ai préparé mes diapos, mais tu sais, le contenu, je peux l'adapter, je peux donner des exemples différents en fonction de qui est là. Donc, je vais vous laisser le temps de peut-être ajouter des commentaires, ce serait très apprécié, puis ça va me permettre de vraiment m'adapter, comme je disais, pour m'assurer que vous êtes satisfait à la fin de la session d'aujourd'hui. Donc, je vois certaines personnes taper avec l'avardage, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vois leader pédagogique, Paul, parfait, qui accompagne les directions. Excellent. Donc, merci d'être là, Paul. Enseignante, Catherine, merci, merci. Enseignante à l'élémentaire, au secondaire. Parce que j'ai plusieurs exemples. Vous allez voir, vous n'allez pas partir les mains vides de la session aujourd'hui. J'ai des murs collaboratifs pour vous avec certaines ressources que j'ai vraiment préparées pour l'Ontario spécifiquement. Donc, au secondaire, merci Catherine, Joanne, leader pédagogique avec le Centre Franco qui accompagne les directions. Excellent, je suis contente que tu sois là. Puis si c'est correct, je vais vous tutoyer. Je suis une fille assez informelle de la vie, donc je suis désolée si jamais il y a quelque chose. Coordonnatrice,
Annie, coordonnatrice au service pédagogique pour le volet construction identitaire. Ah, un volet qui me tient particulièrement à cœur. On va pouvoir jaser de ça aussi. Excellent. Ben, super. Ben, si vous continuez à ajouter des commentaires, je vais pouvoir consulter, là. Fait que l'IA est tout nouveau, j'en ai beaucoup à apprendre. Ah, mon Dieu, ça passe, puis ça va vite, ça va vite. Fait que on a toujours des choses qu'on peut apprendre sur l'IA, c'est sûr, là. Découvrir l'impact de l'IA chez nos élèves. Excellent. Donc, c'est tout parfait. Je vais continuer à vous lire, puis je vais poursuivre avec mes diapos. Bon, là, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Arsenault, comme Louis m'a présenté. Là, j'ai mis plein de petits visuels pour me représenter. Donc, les drapeaux qu'on voit sous les autres images, ça représente ma construction identitaire à moi. En fait, je suis acadienne d'origine de l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ai fait toutes mes études en région minoritaire, on peut dire tout petit en français. J'ai fait mes études postsecondaires, mon bac et ma maîtrise à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai poursuivi ma poursuite au Canada. J'ai vécu au Québec où je vis présentement, mais j'ai également vécu dans la belle province de l'Ontario pendant 8 ans. J'ai vécu à Toronto, puis j'ai eu le bonheur d'accompagner des gens en éducation de tous les beaux conseils scolaires francophones ontariens et de la francophonie canadienne. Donc, aujourd'hui, je suis maman de 2 jeunes enfants. Je tiens à vous dire que maman est à la maison, en télétravail. Si jamais il y a des petites têtes qui viennent faire un petit coucou, je m'excuse, en principe, il ne devrait pas, mais ça pourrait être cute, puis ça pourrait arriver. Fait que, à part de ça, les autres images qui me représentent, pour moi, c'est un équilibre. Je suis une personne qui est passionnée par l'apprentissage. Tout ce qui est numérique, je suis zéro, mais zéro technophile. Je ne suis pas la fille qui va être excitée quand il y a une nouvelle bébelle technologique qui sort. Ce n'est pas l'application puis l'outil, moi, qui m'interpelle, mais c'est qu'est-ce que ça peut nous permettre à faire qui peut rehausser la pédagogie. Donc, la pédagogie en premier et ensuite le numérique pour venir l'accompagner. Donc, ça, c'est ma perspective à moi. Puis, je suis comme ça avec tout, là, que ce soit l'entraînement, la nourriture, c'est l'équilibre que je cherche. Donc, ça, c'est un petit peu à mon sujet. Puis aujourd'hui, je suis déléguée pédagogique avec l'École branchée. Je vais y retourner plus tard pour vous présenter les ressources, mais on parle du besoin en premier. On va parler des enjeux en premier et ensuite les ressources avec l'École branchée et autres organisations. Puis s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, là, gênez-vous pas, interrompez-moi d'être clavardage et tout ça. Fait que, voilà. Là, j'avais inséré, je ne sais pas si c'est le bon moment, là, mais j'avais des liens à vous partager, le formulaire de présence qu'on peut réinsérer plus tard aussi dans le clavardage, là. Puis j'ai aussi le lien vers ma présentation que je peux mettre dans le clavardage également. Puis inquiétez-vous pas, on va le remettre dans la fin. Je l'ai mis dans le clavardage. Et les objectifs de la session d'aujourd'hui, c'est de nommer et de comprendre les enjeux actuels, notamment l'intelligence artificielle et la cybersécurité, l'impact que ça peut avoir, ces enjeux numériques-là, sur la réussite de nos élèves, quelles ressources sont là pour vous soutenir et notamment de découvrir la revue de l'École branchée parce que tout le monde de la francophonie ontarienne a accès à travers du Centre Franco à la revue de l'École branchée maintenant. Donc, ça va vous permettre de découvrir cette ressource-là. Puis, je tiens à faire un petit clin d'œil à ma merveilleuse collègue Laurie Couture, qu'on voit sa belle petite face ici là, sur le terrain de jeu. Je lui emprunte une façon, une analogie de voir une formation, puis je vous invite à jouer le jeu avec moi du terrain de jeu. Quand on voit des jeunes, des élèves, des enfants jouer à un terrain de jeu, un parc, là, que ce soit à l'école, dans la communauté, on voit qu'il y a une certaine délimitation physique à un terrain de jeu. On voit qu'il peut y avoir des glissades, des balançoires, des cabanes, tout ça. Puis les enfants jouent dans leur terrain de jeu. À l'extérieur du terrain de jeu, il peut y avoir une forêt, il peut y avoir une rue achalandée, il peut y avoir des maisons, un quartier. Bien, aujourd'hui, de la formation, on va regarder c'est quoi notre terrain de jeu à chacun et chacune de vous et de nous. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources-là? Qu'est-ce qu'on peut faire connaissant ces enjeux-là avec notre terrain de jeu? Donc, on va laisser faire pour l'instant ce qui est à l'extérieur de notre terrain de jeu, les politiques, les choses qu'on comprend peut-être moins, nos collègues, les choses comme ça. Et on va se concentrer sur notre terrain de jeu et qu'est-ce que nous, on peut faire avec ça. C'est mon invitation que je vous fais. Puis on voit aussi la couverture de la revue.
qui est vraiment d'éduquer à la cybersécurité. Donc, je vais pouvoir vous partager tout ça en lien avec notre thématique aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est un bon plan de match, les objectifs? Ça correspond à ce que vous pensiez qu'on allait faire aujourd'hui? Parfait. Si jamais que je parle trop vite, là, vous pouvez me faire un petit signe de ralentir. Des fois, je viens un peu emballée, puis je sais que je peux parler vite, là. Donc, quelques enjeux de l'art en éducation, là, je suis certaine que je ne vais pas surprendre personne. Les enjeux qu'on entend beaucoup parler en éducation, c'est au niveau de la motivation des élèves, le numérique tout court pour apprendre, la créativité, l'évaluation, le temps d'écran et tout ça, l'IA. Puis, j'ai ciblé deux enjeux, on va dire cybersécurité puis IA, pour que vous compreniez c'était quoi qu'on allait discuter. Mais je veux être très claire avec quelque chose. Même si je les prends séparément un petit peu pour discuter des enjeux, c'est tout interrelié. Il n'y a plus rien de séparé, là. Ce n'est pas des silos qu'on va traiter individuellement. Quand on parle de numérique, là, l'IA est partout dans le numérique et forcément, l'idée de sensibiliser à la cybersécurité, ça fait partie du numérique parce qu'aussitôt qu'on va sur un écran, un appareil, un outil numérique, on doit faire appel à certaines connaissances de cybersécurité. Donc, on va un peu l'aborder comme ça. Puis, je vous invite à réfléchir à ça de cette façon-là aussi, que c'est tout rendu, ça fait partie de notre réalité avec le numérique aujourd'hui. Est-ce que je suis curieuse dans vos réalités à vous, individuellement, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui ne sont pas à mon écran? Tu sais, là, je n'ai même pas mis cybersécurité parce que pour moi, ça fait partie du numérique pour apprendre. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous devez faire affaire dans vos réalités là, que vous seriez intéressé de me partager dans l'écran? Si oui, allez-y dans le clavardage, ce serait vraiment intéressant. Puis sinon, honnêtement, là, vous allez voir, on va aller main sur les touches un peu aujourd'hui. Je commence déjà, puis je vais vous partager le lien dans le clavardage. J'utilise un outil qui s'appelle le WooClap. Ça se peut, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé chez vous. C'est similaire un peu au Mentimeter aussi. Je vais vous mettre le lien. On va l'utiliser une couple de fois aujourd'hui. Fait que gardez-le ouvert. Vous pouvez aller avec votre cellulaire si vous ne voulez pas aller sur l'ordinateur. Ça se fait très bien sur un cellulaire aussi. Sinon, sur votre ordinateur. Donc, je vais également, oh, pardon, je vais aller sur le WooClap pour le lancer. Faites-moi signe si vous avez un petit souci technique, s'il y a quelque chose que ça ne marche pas, là. Je vais pouvoir voir que vous connaissez. C'est anonyme en passant, mais je peux voir si j'ai des gens avec moi dans la salle, là. Donc, en gros, la question que je veux savoir pour vous, c'est quand on pense à l'intelligence artificielle, quels sont les enjeux qu'on devrait considérer? Puis c'est idéalement un mot, s'il vous plaît. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, là, mais gardez-la à un ou peut-être deux mots parce qu'on va faire un nuage de mots ensemble. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi les enjeux en éducation quand on pense à l'intelligence artificielle? Là, je vous ai partagé le lien, fait que je ne sais pas. OK, les gens voient qui commencent à rentrer. Authenticité, fiabilité, avancement, personnalisation, peut-être des beaux mots, absolument. Plagiat, oui, ça, c'en est un qui ne m'étonne pas de voir là. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qu'on peut penser? Efficacité. Si on pense, exemple, plagiat, c'est le point de vue de l'élève. Le point de vue de l'adulte, éducateur, que vous soyez direction, leader, enseignant et tout, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des enjeux que vous devez considérer dans votre rôle aussi? La rapidité, appui, évaluation, tous des bons mots. Excellent. Excellent. Si jamais que vous en pensez à d'autres tantôt, vous allez pouvoir continuer à... Parfait. Parfait. Je suis contente de voir ça. Équilibre. Puis, c'est intéressant parce que selon le groupe avec qui je fais ça, j'en ai fait quelques-uns dernièrement, des fois, on voit un penchant plus vers des mots qui sont peut-être plus inquiétants. Je ne vais pas dire négatif comme mot, mais des mots qui sont peut-être plus inquiétants versus, là, je vois quand même on voit les possibilités qu'on voit avec l'IA également. Donc, j'aime ça, voir ça, l'équilibre, l'appui, l'authenticité. C'est excellent. Parfait. Donc, je vais retourner à mon écran. Oh, j'ai perdu mon diaporama. Puis, je vais reculer. Ah, je suis en train d'avancer par accident. Pardon. Attendez-moi. Je suis moins habituée avec... je disais ça à Louis au début que j'utilise beaucoup Canva
dernièrement pour faire des présentations comme ça. Puis j'ai utilisé Google Slides, que j'aime aussi, parce qu'en fait, je pensais que c'était, en tout cas, peut-être une belle façon de présenter, mais je suis moins habituée maintenant comme ça fonctionne des fois. Donc, merci encore pour la participation avec le WooClap. Donc, j'ai essayé de regrouper, moi, à l'avance, les enjeux que moi, je pouvais percevoir avec l'intelligence artificielle. Donc, les catégories, si on veut, j'ai noté l'équité. Donc, quand que je parle de l'équité, là, j'ai mentionné inégalité et accès. J'ai également quelques petites notes. Donc, le côté enjeu, si on veut, quand on parle d'équité, ça pourrait être l'idée que ça pourrait exacerber les inégalités si l'accès à la technologie est inégal. Donc, certains élèves, comme on le sait, s'ils sont dans des milieux socio-économiques qui sont plus défavorisés, puis n'ont pas nécessairement accès, ça peut, comme j'ai dit, créer des inégalités à ça. Puis même l'IA elle-même peut être conçue en fonction des expériences puis des besoins d'un groupe particulier. Donc, ça peut omettre de répondre à des besoins d'une population qui est peut-être plus diversifiée. Donc, ça, c'est le premier enjeu que j'ai ciblé. Côté données, la protection des données, protection personnelle. Là, c'est là que la cybersécurité embarque en jeu beaucoup avec l'IA qui est rendue partout. L'utilisation de l'IA, ce n'est pas surprenant à personne que dans le système éducatif, ça soulève des préoccupations. Ce n'est pas vrai de dire le contraire, ça soulève des préoccupations qui sont réelles parce que ça concerne la confidentialité des données des étudiants, des professeurs aussi, du personnel scolaire également. Puis, dans le fond, c'est crucial de pouvoir garantir, dans le fond, que les données qui sont collectées puis traitées de manière éthique, puis qu'il ne faut pas qu'il y ait des fuites ou des pertes et tout ça. Donc, ça, c'est le deuxième enjeu. Tout ce qui est biais, côté algorithme et les injustices, c'est que en ce moment, un des grands défis de l'IA, c'est vraiment dans les biais algorithmiques, j'ai la misère avec ce mot-là, parce que dans le fond, c'est ce qu'on utilise comme données pour entraîner l'IA. Donc, ce qu'on met dedans la machine, ben, c'est ça que la machine va nous ressortir. Donc, si les gens qui utilisent, dans le fond, qui entraînent, si on veut, l'intelligence artificielle générative, c'est eux qui font preuve de biais, ben, c'est sûr que les réponses générées dans les requêtes, ça peut causer certaines injustices. Donc, c'est des choses à considérer, disons. L'intégrité académique, donc vous l'avez vu tantôt dans le nuage de mots que vous avez généré, donc le risque de plagiat, tricherie, évaluation et tout. Donc, c'est d'être conscient de ça, puis ça se peut aussi que ça va être, pour l'instant, beaucoup de gens que j'accompagne, moi, puis l'école branchée, ils sont à l'étape de considérer l'IA plus pour l'adulte, donc disons le personnel scolaire, moins l'utilisation par l'élève. Mais disons le jour que l'élève, on pense qu'il peut faire ça à la maison avec l'IA, il faut quand même avoir la posture de réfléchir à comment je peux évaluer autrement pour éviter justement dans l'évaluation qu'il peut avoir la tricherie. Donc ça, c'est définitivement un enjeu en éducation. Puis côté fiabilité, ben, on parle à nos élèves côté jugement critique, vérifier ses sources. C'est clair qu'avec l'intelligence artificielle, il faut avoir cette discussion-là. Fait que même en mode déconnecté avec nos élèves, on n'est pas obligé d'aller sur l'IA pour en discuter, pour en jaser. Donc, avoir la conversation que si vous allez utiliser l'IA pour vous aider avec vos travaux, OK, mais allez après vérifier pour vous assurer d'éviter des erreurs. Parce que moi, je le teste beaucoup, beaucoup, puis c'est super, mais il peut encore se tromper. Là. Ça peut être quand même intéressant à faire l'exercice. Des exemples concrets avec vos élèves. Si vous avez des exemples de où qui se trompent, c'est peut-être important de leur montrer ces cas-là. Comme ça va les encourager à aller valider leurs sources. Donc, ça, c'est des grandes catégories d'enjeux. Est-ce que vous avez vécu des choses chez vous en lien avec ces enjeux-là, que vous vouliez partager avec le groupe ou ça va dans l'ensemble de ce que j'ai présenté? Donc, ça, c'est des considérations en lien avec les enjeux. Là, je vais aller sinon après dans le positif, là, dans les possibilités, parce qu'il y en a des belles possibilités, on l'a vu aussi. Bon, fait que dans les possibilités qu'on voit avec l'intelligence artificielle, puis il y en a quand même plusieurs. Je ne les regroupe pas en 4, là, mais il y en a quand même des grosses. Au niveau des données que ça peut nous aider à générer, on voit le positif que ça peut nous aider beaucoup avec l'analyse et la prévention. Donc, quand on pense au décrochage, l'intimidation, l'IA peut vraiment nous donner un coup de main à analyser une grande quantité de données scolaires. Donc, si on pense à notre école,
notre conseil scolaire, disons l'ensemble des conseils scolaires, les 13 en Ontario, puis on pense à notre province, l'IA est capable d'en analyser des données qui peut nous donner vraiment un beau coup d'œil, une compréhension de ce qui se passe, les tendances et tout ça. Donc, ça peut vraiment nous donner un coup de main à comprendre. Puis les administrateurs, ça donne une meilleure vue d'ensemble pour intervenir d'une manière plus proactive, puis personnalisée aussi. Donc, ça, c'est la première que j'ai regroupée. Côté ressources, on voit que ça peut nous permettre d'optimiser nos ressources matérielles et humaines. Je vais vous donner un exemple. Moi, je n'ai aucune gêne à dire que j'ai utilisé l'IA pour m'assister à préparer la présentation. Donc, moi, j'ai beaucoup accès à des contenus, du matériel pédagogique avec l'école branchée puis avec d'autres. Donc, ça a pu m'aider, moi, à comme regrouper puis à se faire une espèce de synthèse. Puis, je m'en sers, moi, beaucoup pour m'aider à rédiger des courriels, pour me permettre de synthétiser des fois. Moi j'ai la faiblesse, on va le dire, ou le défaut de prendre énormément de notes, moi. Mais à la fin de tout ça, des fois, je veux juste avoir un petit compte-rendu, moi, de mes notes. J'ai pris 5 pages de notes. J'aimerais savoir un paragraphe pour me résumer c'était quoi l'essentiel de ma conférence que j'ai assistée. Fait que je mets mes notes, puis dans le fond, ça me le synthétise à la façon que je veux. Donc, il y a vraiment une optimisation des ressources. Côté temps, côté créativité, j'ai trouvé ça le fun de voir dans votre nuage de mots qu'il y en a qui ont mentionné que ça peut aider à générer des idées et tout ça. Parce que des fois, on a peur que ça peut enlever la créativité de l'humain si on se fie trop la dépendance à l'IA. Puis, encore une fois, le mot équilibre me vient en tête. Parce que oui, si on crée une dépendance pour l'IA, comme avec n'importe quoi dans le numérique, ça peut devenir négatif puis lourd, sauf que ça peut aussi nous aider à nous inspirer, à générer plus d'idées et à être plus créatifs dans ce qu'on fait. Et bien sûr, communication, je l'ai mentionné tout à l'heure, que ça peut vraiment nous aider avec la rédaction de courriels, la traduction, plein de choses. Puis moi, ayant grandi en région minoritaire, puis ayant toujours travaillé dans les 2 langues officielles du Canada, je peux dire qu'avec l'IA, là, c'est rendu pas mal mieux, là, la qualité avec la traduction. Là, c'est pas comme un Google Translate qui datait de comme 2-3 ans passés. C'est vraiment mieux. Puis même, je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués ou non à faire des requêtes. La beauté, c'est qu'on peut raffiner. Donc, si on n'aime pas la qualité de la traduction ou de la rédaction qu'on a eue, on peut vraiment préciser notre requête pour avoir ce que nous, on cherche. Donc, on peut donner d'autres références, des exemples. Ben, moi, mon style d'écriture, c'est ça, ou je cherche un style qui est plus neutre ou un style qui est informel. On peut vraiment venir affiner. Puis, je vais vous donner des exemples concrets tantôt, là, fait que ça va, en espérant que ça peut vous inspirer pour vos propres requêtes. Donc, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça se passe bien? Parfait, merci. Bon, je vous ai parlé de requête. L'importance de la requête. Il y en a qui vont dire prompt, la requête. Ici, j'ai résumé à l'aide d'un article de l'école branchée. Puis d'ailleurs, j'ai le lien ici pour vous si vous êtes curieux. Je le mettrai dans le clavardage, mais sachez que vous avez accès à toute la présentation également. Donc, je vous le note là s'il y en a des curieux, curieuses qui veulent aller voir tout de suite. Donc, l'article en question parle de 5 étapes d'une bonne requête. Donc, l'idée, là, c'est qu'en premier, c'est de initialiser la conversation. Donc, on doit dire à l'IA, là, c'est pas intelligent, là, c'est artificiel. Il doit comprendre, je dis il, là, la machine doit comprendre ce que nous, on veut faire, qui on est. Fait que moi, je vais souvent dire, je suis déléguée pédagogique, je veux que toi, IA, tu prennes le rôle de conseiller pédagogique, une direction d'école, un parent. Je décris la tâche. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse pour moi? C'est quoi le résultat? Je veux quoi? Une activité qui va prendre 50 minutes à faire. Qu'est-ce que je veux? J'ajoute des contraintes, donc c'est mon contexte que je veux. Et ensuite, je formate la sortie. Donc, puis là, ensuite, je peux aussi affiner si j'aime pas la réponse, je peux demander de préciser, non, j'aime pas ça, on va refaire. Puis là, concrètement, j'ai un exemple ici entre guillemets, d'une bonne requête. Là, c'est une longue requête parce que je voulais vraiment vous en donner des détails, mais une bonne requête là, peut être super courte aussi, il n'y a aucun problème. Donc, l'exemple que j'ai sorti pour vous, c'est que je veux que vous agissiez en tant que conseiller pédagogique qui accompagne des enseignants du secondaire dans toutes les matières. Donc, ça, j'ai initialisé le rôle de l'IA. Je dis, c'est quoi la posture que je veux qu'ils prennent.
je dois élaborer un projet interdisciplinaire qui intègre l'utilisation du Chromebook et qui doit résoudre un enjeu relié là, je suis très précise, là, aux objectifs de développement durable proposés par les Nations unies. Donc ça, j'ai décrit ma tâche puis le résultat que je veux. Le projet doit s'échelonner sur 4 périodes de 75 minutes, doit intégrer du français, de l'histoire des sciences. Et le public cible, ça va être des adolescents de 15 et 16 ans de l'Ontario. Là, je donne mon contexte, là, ce que je cherche vraiment. Puis là, je demande ce que je veux. Proposez-moi un plan d'activité ainsi que des outils numériques qui peuvent m'aider à le mettre en place. Donc, ça, là, c'est une requête qui est très complète. Puis en faisant ça, là, l'IA, là, va vraiment nous générer un projet qu'on va voir sur mes 4 périodes de 75 minutes avec certains outils numériques et tout. Je l'ai vraiment fait, là, puis ça marche, puis c'était fort intéressant comme proposition d'activité. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a plein, plein d'autres. Puis je vous dis tout de suite qu'on va aller voir tantôt, mais dans le mur collaboratif que je vous ai proposé, j'ai mis des exemples en lien avec votre curriculum en Ontario pour l'élémentaire et le secondaire, des choses qui pourraient vous inspirer, que, disons que vous enseignez les mathématiques au secondaire, que vous enseignez, vous êtes titulaire à l'élémentaire, là, fait que vous voulez quelque chose en français ou en sciences humaines et tout ça. Fait que ça, c'est l'exemple que je voulais vous donner. L'importance avec l'IA en éducation, c'est de vraiment lier notre ou nos intentions pédagogiques à ce qu'on veut que l'IA fasse pour nous. Ça, c'est l'important. Est-ce qu'on doit forcément faire appel à l'IA pour tout ce qu'on cherche à faire? Absolument pas. Absolument pas. On a fait une formation en personne récemment au Nouveau-Brunswick. Puis il y avait des directions d'école, des leaders pédagogiques également. On s'attardait beaucoup à la question de l'IA. Puis les exemples qu'on avait de c'était quoi leurs besoins réels là, à travailler. Il y avait une bonne partie que finalement, on a réalisé, puis tout le monde ensemble a réalisé que l'IA, c'était peut-être pas la meilleure stratégie à prendre. Dans d'autres, l'IA était vraiment utile, mais il faut quand même se questionner à savoir c'est quoi le pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Puis là, j'ai quelques exemples, comme je vous mentionnais, liés à votre curriculum un petit peu plus loin. Je vous inviterai, j'ai envie de vous faire jouer un petit peu. Je partirai de minuterie de 5 minutes. Je vous inviterai carrément à essayer des requêtes. Là, j'ai donné 2 exemples, là, mais il y en a d'autres. Là. Si vous préférez aller sur Copilot là, pour l'intelligence artificielle, il y a ChatGPT, il y a Gemini avec Google. Si ça vous tente d'essayer, je partirai de la minuterie. Je vous laisserai essayer la requête avec l'idée là, d'initialiser votre rôle, expliquer qu'est-ce que vous cherchez, c'est quoi le contexte, puis de demander votre tâche. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Fait que je vais partir à la minuterie. Oh, là, désolée, là, je vais juste avancer ça 2 secondes. J'ai choisi une thématique de l'automne. Et c'est parti!
Bon, je suis très, très, très curieuse de savoir comment ça s'est passé, si vous avez été en mesure vous avez été en mesure de trouver des exemples, quelque chose que vous avez trouvé pertinent, quelque chose. Je vais arrêter le partage de mon écran pour un petit instant. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager à voix haute ou par clavardage? Je suis curieuse de voir votre feedback, votre rétroaction. Oui, bonjour. Bonjour, oui, Pierre. Oui, je suis Pierre. Je suis arrivé un peu en retard, désolé. Aucun problème, bienvenue. Oui. Alors, j'ai partagé déjà dans le clavardage et puis je veux voir un peu l'appréciation que vous en faites parce que, comme je dis, je vous ai pris en chemin. Et j'ai suivi quand même l'instruction tant soit peu. Alors, suivant le thème que vous avez proposé sur l'automne, je suis allé sur ChatGPT, à qui j'ai justement demandé d'essayer de me créer une activité liée à l'automne pour des amis de 6e année, qu'il me propose des activités. Et voilà justement dans le chat ce qu'il a pu m'offrir. Ah, OK, parfait. Attends un petit peu. Moi, je ne le vois pas dans le chat. Est-ce que les autres, vous le voyez? Oh, attends, moi, on dirait que mon chat. Attendez-moi un instant. Ah, attendez, je vais aller voir de nouveau. Je vais le fermer puis le réouvrir. Ah, voilà, voilà. Il n'était pas là tantôt, mais là, wow, OK, super. Excellent. Puis c'était quoi ton impression, Pierre? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux envisager, utiliser avec tes élèves de 6e année? Avec certains thèmes, oui, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on va prendre à chaque coup là. Mais on peut essayer et puis l'objectif ou l'idéal serait de réajuster soi-même. De Oui, réajuster. Ça, c'est ce que je pense. absolument, absolument. Tu l'as bien dit, Pierre, parce que dans le fond, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, c'est comme la machine et Oui, toi, tu es l'humain. Et donc, tu l'adaptes selon ce que tu veux en faire, bien sûr, absolument. oui, merci.
Exact, exact. Puis aussi, une chose intéressante que j'ai découvert récemment, c'est qu'on peut aussi faire référence dans le programme cadre. Donc, disons, exemple, qu'il y a quelque chose, un objectif que vous voulez vraiment cibler, une compétence sur laquelle vous voulez travailler, puis que, il vous manque des idées ou quelque chose, ben, on peut y faire référence, puis ça va être vraiment ciblé en fonction de votre curriculum. Donc, ça peut être intéressant à le voir aussi comme ça. Donc, excellent. Merci pour le partage. Donc, c'est super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient voulu partager leur exemple ou peut-être ça peut être une insatisfaction aussi, là, si quelque chose. Oui, il y avait Joanne qui avait la main et Annie. J'ai pas remarqué, je m'excuse, qui avait la main levée en premier. Je vais vous laisser. Et Joanne. Je vais aller. J'ai juste fait une petite expérience parce que justement, ce matin, j'ai utilisé Copilot parce qu'une direction que j'accompagne me demandait des idées d'activités qu'elle peut faire avec son personnel pour rehausser la collaboration, le climat, et ainsi de suite. Puis ce matin, je n'étais pas au courant de comment on devait être très explicite avec nos prompts. Donc, j'ai seulement écrit « activité pour rehausser le moral dans une école ». Puis là, j'ai reçu une liste. Mais là, avec ce que tu nous as donné comme exemple, j'ai vraiment été plus précise, puisque le Copilot m'a donné en fin de journée aujourd'hui est beaucoup mieux que ce que j'ai reçu ce matin. Donc, tu sais, c'était vraiment plus précis à ce que je voulais. Puis j'ai été très spécifique comme à différents moments de la journée pour l'année scolaire au complet. Ainsi de suite. Donc, ça a vraiment fait une différence dans ce que j'ai reçu comme résultat avec Copilot aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente. Ben, c'est pile à point. C'est parfait d'abord comme exemple. Puis aussi, j'ai remarqué, si ça peut vous aider, moi, j'utilise beaucoup, je me promène entre les IA. Donc, j'ai mes préférences. J'utilise ChatGPT quand je cherche quelque chose de plus structuré, puis disons, d'une certaine façon. Mais Gemini dans Google, je l'aime bien pour sa façon de presque plus philosophique des fois. Là, il me fait réfléchir à d'autres choses des fois. J'y pose ma requête, puis des fois, il va dire, t'es sûr que tu fais ça comme ça, puis tu ne pensais pas à ça. Donc, puis Copilot, moi, je ne le connais pas beaucoup, mais j'ai entendu des choses similaires. Fait que, merci, Joanne, je suis contente. Fait que je t'encourage de continuer à jouer, puis c'est comme je dis à mes enfants qui sont toutes jeunes, le plus qu'on se pratique, le plus qu'on devient bon, mais c'est vraiment vrai avec les requêtes. Là. Moi, au début, je n'étais vraiment pas bonne, je n'étais pas à l'aise. Puis ça devient avec la pratique, on s'améliore beaucoup. Et Annie, toi, qu'est-ce que tu as vécu? De mon côté, j'ai essayé, on cherchait à faire une journée de formation en leadership pour nos élèves de 7-8. Fait que j'ai tapé ça dans la requête. Et puis, ça m'a quand même donné un itinéraire. J'ai précisé quelle sorte d'événement que je voulais, une activité brise-glace, une activité par rapport à qu'est-ce qu'un leader, tout ça. Puis là, ça m'a donné des idées. Il y en a certaines que je trouve plus ou moins ordinaires, mais là, je pense que à continuer ma recherche, je pourrais préciser vraiment une de ces activités-là, puis rajouter certains détails ou rajouter certaines précisions que je voudrais rajouter pour compléter puis enrichir l'activité qui est déjà proposée. Mais ça donne quand même un bon survol, une bonne idée de départ pour commencer. Puis j'aime l'idée d'aller vérifier sur d'autres plateformes parce que j'ai utilisé ChatGPT, puis j'utilise pas mal cette plateforme-là. Mais là, je vais ouvrir mes horizons puis je vais aller voir ailleurs là, pour les prochaines fois. Oui, il y en a tellement partout que moi, honnêtement, comme j'ai dit au début, je ne suis pas technophile, donc je ne me promène pas entre toutes les applications. Je ne les connais vraiment pas tout. Mais à date, je me promène vraiment entre 2 ou 3. Puis je sais lesquelles que j'aime pour telle tâche. Parce que c'est ça, hein? C'est comme quand on a une tâche à faire, que ce soit une tâche ménagère, que ce soit une tâche peu importe c'est quoi, avec le numérique ou sans numérique, on a des outils qu'on utilise, des stratégies qu'on développe. Fait que c'est un peu comme ça avec l'IA aussi. On va aller voir certaines sources pour certaines choses ou une combinaison. Je ne sais pas si vous connaissez Antidote, mais Antidote avec la reformulation, c'est vraiment intéressant parce qu'il propose des corrections, il propose des différentes façons de reformuler des mots. Ils l'ont changé récemment, puis au début, je n'étais pas sûre d'aimer, mais finalement, ils donnent quand même des belles façons de considérer la langue, que ce soit le français, l'anglais ou n'importe quelle langue qui existe. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait que je vous encourage à jouer. Puis dans l'exemple que tu as utilisé, Annie, comme de quoi que si une des activités que tu aimes moins, disons que tu as demandé 5 activités, puis il y en a peut-être 2 sur 5 que finalement tu n'aimes pas tant, ben, tu peux le challenger puis dire, ben, moi, j'aime bien les 3.
sais, un peu comme tu parlerais avec une collègue, une amie. J'aime bien ces trois-là. Je les aime bien. Les deux autres, j'aime pas tant. Peux-tu me suggérer quelque chose d'autre? Il va te suggérer quelque chose d'autre, puis finalement, si tu les aimes pas, tu continues. Puis ça peut être surprenant des fois, les idées que ça peut te permettre de générer, mais un point de départ, ça nous aide des fois avec un point de départ. Donc, merci pour le partage, Annie. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient partager ou est-ce que vous voulez qu'on poursuive? Mais j'adore. Merci que vous partagez. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Ben, très rapidement, j'ai fait un exercice tantôt. J'utilise ChatGPT oui, toutes les semaines. Mais tantôt, j'ai eu une conversation avec une surintendante, puis on est en train de brasser des idées. J'avais élaboré j'ai ouvert un doc, mais je n'ai pas pensé d'aller faire un prompt là, à ChatGPT. Et puis là, j'ai comparé ce que j'ai fait là, dans la dernière demi-heure avec ce que. Ben là, il y avait des affaires que je n'étais pas capable de dire. Comment moi, je vais le dire, ça? Et voilà, ça m'a donné des pistes. Là, ben oui, c'est de même que je voulais le dire. Puis, la connaissance du jour, pas de même que je voulais le dire, là, mais comme elle l'a sorti, super oui, rapide. Ben merci pour ce partage-là. Puis c'est vrai que ça, des fois, quand on n'y pense pas, puis, on peut le faire, on peut se trouver des idées. On le faisait avant l'IA, on va continuer à le faire quand même. Mais dans le fond, c'est que des fois, la rapidité, ça nous permet de le faire plus rapidement qu'on l'aurait fait. Puis là, de se concentrer sur des choses pour avancer le projet. Mon équipe, on dit souvent, on est très bon, nous, à l'école branchée, d'avoir des idées. On en génère énormément d'idées. Mais tant que ce n'est pas un projet, une idée, ça reste une idée, mais je trouve que moi, avec l'IA, mes idées, là, je les concrétise plus en projet maintenant parce que je me sens plus productive. Donc, quand on parlait d'optimisation des ressources, c'est un petit peu ça, ce point de vue-là. Donc, merci beaucoup, Paul. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me considère Nicole 2.0 maintenant avec l'IA. J'aime vraiment ça. Je vais prendre un instant pour vous montrer, on va aller voir, pas tout le Padlet, mais je vais aller voir avec vous une partie du mur collaboratif que je vous ai préparé. Je vais aller le chercher, ce ne sera pas bien long, le lien que j'ai ici. Je me rends compte que je ne l'avais pas mis dans mon petit document à côté, fait que je vais aller le trouver là. Voilà, voici le lien dans le clavartage. Je vais le mettre pour vous. Donc, ça, c'est un lien que j'ai fait pour vous en Ontario. Puis là, mon écran, je ne partage pas mon écran. C'est vrai, je vais arrêter. Je vais aller le repartager avant que je vais trop loin. Bon, en principe, vous devriez voir mon écran avec le mur collaboratif. C'est un Padlet que j'ai utilisé. Fait que ça, c'est un outil que vous allez avoir accès. Ça va être évolutif. Je vais ajouter des ressources possiblement au fil de l'année. Ça va être, comme j'ai dit, ça va être évolutif pour vous. Fait que dans le fond, il y a les colonnes que je vais revenir tantôt, mais ce que je voulais vous montrer pour l'instant, c'est les colonnes, les ressources sur l'IA. Donc, la troisième colonne qui est avec la petite étoile jaune, quelques ressources en IA. Donc, j'ai des ressources ici pour vous que j'ai mis comme référence, mais plus bas, en principe, si je ne me suis pas trompée, attendez-moi. Ah non, excuse-moi, je me suis trompée. C'est la colonne d'après. Je l'ai séparée pour le garder plus facile à trouver. Des exemples de requêtes en fonction des programmes cadres de l'Ontario. Donc, je vous ai remis les 5 étapes, dans le fond, pour la requête, le prompt ici. Puis si je descends plus bas, j'ai quelques exemples de requêtes. Ici, exemple, on a des idées avec les sciences humaines sociales au niveau du secondaire, que ce soit les sciences au secondaire, que ce soit l'éducation technologique. Fait que j'ai mis plein d'exemples juste pour, dans le fond, c'est des idées pour vous inspirer. Ça peut vous donner une idée, des fois un point de départ, là, puis aller plus loin avec ça après, en français au secondaire. Puis j'ai aussi plein d'exemples que mon collègue Laurent m'a gentiment préparé pour l'élémentaire également. Donc, que ce soit pour le français, que ce soit pour les mathématiques et ainsi de suite. Donc, avec Laurent, lui, il est allé plus loin parce que Laurent, lui, a une licence payante. Moi, j'ai la licence gratuite. Et des fois, on compare qu'est-ce que la licence gratuite puis payante peut faire. Puis lui, à fond, il a pu créer même un genre de chatbot, là, puis il a pu... il y a plus de capacité là, puis de fonctionnalité, mais moi, avec ma version gratuite, j'arrive à faire plein de choses quand même, puis je suis très satisfaite. Donc, vous avez des exemples de prompts que vous allez pouvoir utiliser pour vous référer plus tard. Puis les autres ressources que j'ai pour l'IA, j'ai mis des ressources qui existent un peu partout. Si c'est là, c'est parce que vous avez accès gratuitement.
si vous êtes abonné avec l'École branchée ou non, il y a des ressources qui sont gratuites. L'abécédaire de l'IA, ça a été excuse-moi, ça a été réalisé avec le Récit du Québec. J'ai également mis un guide pour la réflexion avec l'IA qu'un groupe d'enseignants ont préparé ensemble ici, mené par Simon Duguay, il est beaucoup impliqué avec l'intelligence artificielle. Je vous ai même inclus le guide de l'intégration de l'IA du Nouveau-Brunswick parce qu'ils ont été les premiers à publier un guide puis un cadre référentiel là-dessus. Puis comme je mentionnais, je vais l'ajouter, fait que dès que je vois quelque chose apparaître, disons, en Ontario, si j'ai manqué quelque chose, ben, on va l'ajouter. Le Québec, aussitôt que quelqu'un ajoute des référentiels, je vais les ajouter pour vous. Et donc, il y a d'autres ressources que vous pourriez trouver intéressantes, des questions à se poser. Donc, c'est tout là pour vous. Je vais y retourner tantôt dans le Padlet, fait que pour l'instant, c'était juste ça que je voulais vous montrer là-dedans. Est-ce que ça va toujours? OK, excellent. Je vais faire une petite transition vers la cybersécurité. Puis j'ai fait exprès, c'est intentionnel, c'est voulu que je commence par l'IA parce que c'est comme le sujet chaud de l'heure. La cybersécurité, ça fait partie de tout. C'est juste qu'on en parle plus maintenant à cause de tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle puis que tout va tellement vite. La cybersécurité, là, c'est de plus en plus discuté. C'est un sujet que par le passé récent, c'était comme un peu, on le garochait, si on veut, dans le département d'informatique, c'est les TI qui s'en occupent, mais aujourd'hui, on le voit de la perspective que c'est un rôle qui appartient un peu à tout le monde. Donc, rapidement, une petite définition, ça peut être beaucoup plus complexe, mais très rapidement, sommairement, l'ensemble des actions pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations pour prévenir et détecter les cyberattaques, que ce soit le piratage, vol de données et tout ça. J'ai un article en référence pour vous ici, là, vraiment qui élabore c'est quoi la cybersécurité. J'ai aussi préparé, j'ai demandé, encore une fois, je vais être transparente avec vous parce que ça vous montre les possibilités de tout ça. La cybersécurité en tant que telle, là, j'ai demandé à l'IA de me décrire c'est quoi la cybersécurité en éducation. Tu sais, je voulais juste avoir une idée pour voir si ce que je faisais, c'était correct. L'IA m'a dit que la cybersécurité en milieu scolaire vise à protéger la sécurité, la confidentialité numérique de tous, élèves, enseignants, administrateurs et même parents. Les écoles gèrent des données sensibles, comme les dossiers des élèves, les notes, les informations financières ou médicales, qui nécessitent une protection rigoureuse contre les accès non autorisés et les cyberattaques. Avec l'augmentation des outils d'apprentissage numérique et des appareils connectés, les risques de piratage, les tentatives de hameçonnage et de vol de données s'accroissent. Et donc, la cybersécurité scolaire implique ainsi d'éduquer les élèves et le personnel aux pratiques sécurisées en ligne. Et donc, il a donné plus d'informations, mais en gros, c'est ça. Puis je pense que ça fait quand même un bon travail de synthèse sur c'est quoi l'importance de sensibiliser à la cybersécurité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je vais vous poser la question parce que ici, je vous demanderai de retourner, puis je vais vous remettre le lien dans le clavardage au WooClap. Je vous demanderai le même principe que tantôt, d'aller. Attendez-moi un petit instant. Ah, je viens de voir le commentaire d'Angèle pour le One Stop Shop. J'imagine que c'est pour le Padlet, ça. Fait que merci. Je suis contente si ça peut être utile, là. Fait que je vais retourner pour la prochaine question. Donc, la question que je vous pose, quand on pense à la cybersécurité en éducation, toujours, là, quels sont les enjeux à considérer? Encore un mot, s'il vous plaît, pour le nuage de mots, puis ajoutez-en autant que vous voulez. C'est quoi les défis, les réalités, les enjeux auxquels on peut considérer quand on pense à la cybersécurité et tout ce que ça implique, la protection des données, tout ça? Est-ce que vous êtes bien encore dans le WooClap? Ça va? Côté technique, il n'y a pas de défis ou... Oups, attends.
C'est le fun. Pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le WooClap, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on est capable de changer le mode. Fait que là, je suis en mode nuage de mots. Mais exemple, disons si quelqu'un avait écrit une longue phrase au lieu de 1 ou 2 mots, puis on ne comprend pas le contexte, on peut aller voir la liste des résultats. Donc, la vie personnelle donnée, on peut le voir en format de grille de résultats et ainsi de suite. Donc, le donné. Donc, on voit les enjeux qu'on peut voir avec la cybersécurité, la vie personnelle, les données, l'identité. Absolument. Parfait. L'empreinte numérique, absolument. Je suis contente pour la personne, en fait, je suis contente d'avoir tous ces mots-là, mais l'empreinte numérique, là, j'ai lu un article récemment que c'était des jeunes de la vingtaine qui étaient comme interviewés, qui mentionnaient qu'un regret qu'il y avait, c'était de ne pas avoir compris à quel point qu'ils laissaient une empreinte numérique avec tout ce qu'ils faisaient en ligne dans les réseaux et tout. Puis moi, je me considère chanceuse parce que je suis de la génération où quand j'étais adolescente, puis même jeune vingtaine, les réseaux, il n'y en avait pas tant. Mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui qui sont rendus de la vingtaine, ils ont grandi avec le numérique. Et donc, l'importance de comprendre c'est quoi une empreinte numérique, là, aujourd'hui, je pense qu'on doit, en tant qu'adulte, puis je m'embarque là-dedans là, avec mes enfants, je pense que c'est important qu'on joue tous un rôle de sensibilisation de ça fait dire quoi une empreinte numérique. Donc, tout à fait. Excellent. Mot de passe, oui. Donc, c'est toutes les choses qu'on va discuter. C'est parfait. Donc, je vais retourner ici. Puis, les enjeux que j'ai regroupés, donc en fonction du nuage de mots, là, j'ai regroupé en 6 enjeux. Donc, les données, la protection des données personnelles, ça ne va pas surprendre personne que c'est comme numéro 1 comme enjeu. Donc, à ce niveau-là, de s'assurer que, étant donné, comme j'ai dit tantôt, on stocke énormément d'informations dans le système scolaire, c'est important de s'assurer que tout est bien protégé contre le piratage, les fuites, les cyberattaques et tout ça. La sécurité des appareils et réseaux. Donc, ça, ce point-là, oui, le département de l'informatique est très concerné par ce point-là, mais c'est important parce que nous, les utilisateurs, là, peu importe notre rôle, qu'on soit élève, qu'on soit personnel scolaire, on a aussi un rôle à jouer là-dedans, s'assurer qu'on protège nos réseaux et tout. Les systèmes informatiques, eux, ils doivent régulièrement mettre à jour, surveiller pour des intrusions et tout ça. La formation, c'est clé. C'est un gros enjeu, ça, des utilisateurs. Puis j'embarque tout le monde là-dedans, là, les élèves, les adultes et tout. Donc, souvent, le manque de sensibilisation qu'on peut avoir, puis encore une fois, je m'embarque en tant que parent aussi là-dedans, que ce soit au niveau du personnel, les élèves, les parents, les sensibiliser aux bonnes pratiques de cybersécurité. Par exemple, les mots de passe qui sont peut-être trop faibles, le partage d'informations sensibles. Des fois, on ne pense peut-être pas dans un courriel de peut-être pas en mettre trop. Des fois, si on parle d'un élève, dans le courriel, on doit faire attention quand même parce que c'est quand même des données sensibles et ainsi de suite. Tout ce qui est cybersécurité, on parle de vie privée des élèves et donc de se poser la question, est-ce qu'on partage quelque chose qui doit être partagé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment partager ou est-ce qu'on pourrait peut-être se limiter avec certaines informations? Donc, de garantir que les plateformes éducatives qu'on utilise respectent les normes de confidentialité. Je vais vous donner un exemple, puis là, c'est un outil qu'en tant que parent que l'école à mes enfants utilise, c'est Classe Dojo. Je ne sais pas si vous l'utilisez en Ontario ou si vous le connaissez. Moi, je l'adore, honnêtement, en tant que parent. Je trouve ça le fun de voir des photos de ma fille puis de mon fils, puis l'information et tout. Mais je me rappelle que quand mon fils, il y a 2 ans, quand il a commencé l'école, c'était vraiment à son nom. Je voyais son prénom, son nom de famille. Puis là, aujourd'hui, on le sait que c'est pas nécessairement une bonne idée d'avoir le prénom et le nom de famille dans une application. Donc, avec ma fille, c'est le fun parce que 2 ans plus tard, ils se sont adaptés. Ils ont mis seulement son prénom, même pas de lettre pour son nom de famille. Puis, au lieu d'avoir sa photo, parce qu'avec mon fils, il avait sa photo, avec ma fille, c'est un petit avatar, c'est un petit monstre. Ça fait que sa photo n'est pas associée dans l'application. Donc, si jamais que l'application avait une fuite, disons que l'application était piratée ou quoi que ce soit, ben moi, je n'ai pas d'inquiétude parce qu'ils n'ont pas d'informations sur ma fille. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit se poser comme question quand on décide d'utiliser une application et tout ça. Et la conformité, comme je mentionnais, aux lois et règlements. J'aimerais ça. Je vais juste faire une petite vérification. Non, c'est beau. On est à la bonne place. On va retourner au WooClap. On fait quoi de différent cette fois-ci? J'ai hâte d'avoir votre feedback là-dessus.
le WooClap, là, je vais vous faire un sondage. On va faire des scénarios ensemble. Puis ces scénarios-là, je vous encourage dans chacune de vos rôles, de l'utiliser si vous voulez ou vous inspirer de ça pour peut-être le faire avec vos élèves ou avec les gens que vous accompagnez, les directions, les enseignants. Vous pourriez leur poser des questions similaires pour les sensibiliser eux aussi à la cybersécurité. Donc, je vais encore une fois, au cas où il y en a qui n'avaient pas accès au lien du WooClap, je vais vous le mettre dans le clavardage. Donc, la première question, le scénario 1, les bases de la cybersécurité. On va voir qu'est-ce que vous pensez. Vous venez de recevoir un courriel d'une source inconnue avec une pièce jointe. Comment réagissez-vous pour protéger vos informations personnelles et votre réseau scolaire? Quel est le premier réflexe à adopter lorsqu'on reçoit un courriel suspect? Est-ce qu'on doit ouvrir la pièce jointe pour vérifier? Est-ce qu'on supprime le courriel immédiatement? Est-ce qu'on vérifie l'adresse et qu'on cherche des signes de fraude? Ou est-ce que plutôt on répond à l'expéditeur pour demander plus de détails? Puis je trouve ça fort intéressant et j'aime ça voir les réponses qui diffèrent. Parce que ça prouve que on ne sait pas toujours. C'est quelque chose qu'on doit être sensibilisé à se questionner et à réfléchir à ça. Donc, je vais voir s'il y en a d'autres qui répondent. Là, à date, il y a une personne qui pense que le B, supprimer le courriel, et on a 3 personnes qui pensent vérifier l'adresse de l'expéditeur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se prononcer? Moi, je ne vois pas en passant, c'est complètement anonyme. Je n'ai aucune idée qui répond à quoi, là, si ça peut vous rassurer, là. Puis là, on va discuter parce qu'en fait, moi, je sais c'est quoi qui devrait être on va dire, la bonne réponse, entre guillemets. Mais en fait, en réalité, les défis avec le numérique, on le dit souvent à l'école branchée, sont humains et relationnels. Chaque personne, on a un niveau d'aisance différent. Ça se peut que, peut-être que moi aussi, peut-être que je supprimerais le courriel automatiquement, peut-être. En principe, si on fait la C, vérifier l'adresse à l'expéditeur, puis on cherche des signes de fraude, ça serait comme, on commencerait par ça, et peut-être que ça va nous amener à faire la B, qui est supprimer le courriel immédiatement après. Donc, en principe, c'est la C, et ensuite, ça peut devenir la B. Puis si on n'est vraiment pas sûr, on peut appeler la personne pour s'informer si c'est vraiment légitime comme courriel, mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la supprimer tout simplement. Puis c'est correct, c'est tout à fait correct en cas de doute. Scénario 2, j'ai quelques scénarios à vous proposer. Les mots de passe sécurisés. Vous devez créer un mot de passe pour un compte en ligne utilisé pour des documents de classe. Et vous savez que, bien sûr, nos élèves, ils sont assez doués à deviner des informations de base. C'est quoi le mot de passe, selon vous, qui est le plus sécurisé parmi ces options? Est-ce que c'est le A, école 1, 2, 3, B, C ou D? Je vous laisse voter. Je vois une personne qui a voté à date pour l'option C. Ah, 2, 3. Parfait. Lui, on va s'entendre. Oh, attends, il y en a une qui a mis mon école favori. OK. J'allais dire que j'étais contente de voir le 100% pour le C, mais c'est pas grave parce que, dans le fond, on est là pour se sensibiliser, là, fait que il n'y a aucun problème. Mais pour des raisons de sécurité, l'option C, le fait qu'il y a une combinaison de lettres majuscules, lettres minuscules, il y a des caractères spéciaux, il y a des chiffres, c'est la réponse la plus sécuritaire. Le plus long que c'est aussi, c'est plate, là, je sais, mais c'est le mot de passe le plus sécurisé, ça va être l'option C. Mais qui ici qui n'a jamais utilisé quelque chose comme école 1, 2, 3, là, je l'ai fait bien en masse, moi aussi. Je m'ennuie de ces journées-là, mais bon, on comprend pourquoi. Scénario 3, côté cybercitoyenneté et le respect en ligne, qui est absolument clé et essentiel comme compétence à développer en ligne, le numérique. Un élève publie un commentaire qui est désobligeant sur le forum en ligne de votre classe. Vous voulez que les élèves enseignent aux élèves les bonnes pratiques de cybercitoyenneté. Quelle est votre meilleure approche? Quelle action prendre en tant qu'enseignant, je dis enseignant, mais ça pourrait être une autre personne, pour promouvoir la cybercitoyenneté? Est-ce qu'on ignore le commentaire, tout simplement? Est-ce qu'on supprime immédiatement le commentaire sans explication? Est-ce qu'on prend l'incident comme une leçon sur le respect en ligne, puis la cybercitoyenneté, cyberétiquette, ou est-ce qu'on bloque l'élève de tous les forums de classe? Vous en pensez quoi? Ça vous arrive réellement, là, un élève qui fait un commentaire très, très impoli, pas gentil,
dans votre forum, dans votre blog ou dans votre système que vous avez. Vous faites quoi? Bon. Fait que le C, c'est vraiment la meilleure réponse à commencer avec. Probablement par la suite, on supprimerait le commentaire, mais l'idée, c'est de s'en inspirer comme avec l'incident, puis expliquer, avoir la discussion avec la classe de pourquoi, c'est quoi la cyberétiquette, que c'est pas parce qu'on est caché derrière un écran que c'est correct de faire preuve d'impolitesse et de tout ça. Donc, absolument. Il en reste juste quelques-uns, pas beaucoup. Scénario 4 sur le phishing ou le hameçonnage. Vous recevez un courriel qui vous demande de cliquer sur un lien pour faire une réinitialisation de votre mot de passe, donc un reset, pour un site que vous utilisez rarement. Il ressemble à un site officiel, mais vous avez des doutes. Quel élément qui pourrait vous permettre d'identifier un cas d'hameçonnage, donc quelque chose qui serait comme frauduleux? Est-ce que le fait que le lien contient des erreurs d'orthographe, le courriel semble urgent et menaçant, vous n'avez jamais demandé à réinitialiser votre mot de passe, ou est-ce que c'est tous ces éléments qui pourraient vous faire croire que c'est pas légitime? Donc, bien sûr, tous les éléments peuvent définitivement démontrer que c'est des cas de fraude. Je tiens à remarquer une petite observation. Le point A, là, le lien contient des erreurs d'orthographe. Ça, là, il faut faire attention parce qu'avant, c'était assez évident. Aussitôt que tu voyais quelque chose puis c'était bourré d'erreurs, là, on le savait tout de suite que c'était comme pas légitime, là. Personne n'enverrait quelque chose comme ça. Mais avec l'essor de l'intelligence artificielle, on en voit de moins en moins des erreurs d'orthographe dans les courriels puis dans les envois qui sont de l'hameçonnage, donc la fraude. Donc, il faut faire attention parce que là, on regarde les autres critères. OK, ça semble urgent, menaçant. Je n'ai jamais demandé un reset. J'utilise jamais ce site-là. Moi, là, 4 fois par semaine, je reçois des appels automatisés de Amazon qui me dit que ma carte de crédit il y a de la fraude. C'est de l'hameçonnage, tu sais, tout court. Fait que c'est important d'avoir cette discussion-là pour que les gens comprennent qu'on peut plus se fier nécessairement aux erreurs. Il y a beaucoup d'autres indices qu'il faut regarder. Scénario 5, puis j'ai presque terminé avec ça, la gestion des identités numériques. Donc, un de vos collègues vous demande de partager vos identifiants. Un collègue que vous aimez, là, c'est pas un collègue que vous n'aimez pas, là, un collègue que vous aimez et que vous appréciez, là, il vous demande de partager vos identifiants pour accéder à une ressource en ligne. Vous savez, par exemple, que c'est contraire aux politiques de sécurité. Quelle est la meilleure réponse à donner à votre collègue? Est-ce que vous allez le partager quand même pour lui rendre un service parce que c'est votre bon collègue? Est-ce qu'on lui explique pourquoi? Et est-ce qu'on lui montre à créer son propre accès? Est-ce qu'on l'ignore, sa demande, tout simplement? Ou est-ce qu'on lui partage temporairement les identifiants puis on change le mot de passe plus tard? Je pense que je l'ai fait déjà celui-là. Je pense que j'ai déjà fait ça dans le passé, partager des accès puis changer mon mot de passe après. Mais aujourd'hui, on le sait qu'idéalement, on ferait le B, donc on lui expliquerait pourquoi, puis on lui encouragerait puis on l'aiderait à créer son propre accès. Donc, pour éviter justement que l'information s'échappe puis qu'il peut y avoir des risques d'identité avec la sécurisation des données et tout. La protection de vos appareils scolaires. Vous réalisez qu'un élève a installé une application qui n'est pas autorisée sur un Chromebook de l'école. Ça peut être un autre appareil, bien sûr. Là. Cela peut présenter un risque pour la sécurité du réseau. C'est quoi votre première action à prendre? Est-ce que vous allez informer l'élève des règles et lui demander de supprimer l'application? Est-ce que vous allez désactiver l'accès Internet pour cet appareil? Contacter l'équipe de soutien de l'école pour un contrôle? Aucun souci, c'est probablement correct, pas dangereux. Lui est intéressant parce que je vois toujours des réponses différentes, puis c'est correct. C'est tout à fait correct. Vous en pensez quoi? Puis je vous rappelle, ces questions-là, là, ils ont peut-être l'air de base, mes questions, mais c'est des bonnes questions, je pense, à avoir avec vos élèves aussi. Fait que dépendamment avec qui vous travaillez dans vos rôles, là, si vous appuyez des directions, vous appuyez des enseignants, ça peut être des conseils que vous leur donnez aussi de faire un atelier avec leurs élèves. Même avec les tout petits, là, on peut poser des questions adaptées, là, à savoir, ben, c'est quoi quelques petites questions. Puis pourquoi pas vous inspirer avec l'IA. Disons, exemple, que vous voulez faire un atelier sur la cybersécurité, là, adaptez-le à votre groupe d'élèves en disant, ben, regarde,
je vais vraiment faire un atelier sur la cybersécurité. Je m'adresse à un groupe d'enseignants, je m'adresse à un groupe de direction d'école qui vont s'adresser à des élèves de l'élémentaire, de troisième année. Donc, ça pourrait être un exercice super intéressant à faire, ça. Donc, entre guillemets, la bonne réponse, on commencerait avec le A. On va informer l'élève des règles de sécurité, lui demander de supprimer l'application parce que ça devient une opportunité, une occasion d'apprentissage. On commence par ça et absolument, on peut suivre avec un contact. On peut contacter l'équipe de soutien pour s'assurer que c'est correct. Parce que dépendamment de l'application, ça se peut que vos collègues en informatique vont dire « Ah, il n'y a aucun problème, c'est correct, cette application-là, ce n'était pas dangereux. » Puis ça se peut, au contraire, peut-être que c'était quelque chose qui ça valait la peine de vérifier. Mais on commence avec informer l'élève pour lui demander de supprimer et on lui explique pourquoi, pour éviter que ça se reproduise plus tard. Puis si jamais que vous n'êtes pas d'accord, là, vous pouvez me le dire, là, on peut en discuter absolument. Le scénario final que je vous propose, c'est un côté collaboration et sécurité. Votre équipe de collègues planifie une activité qui est collaborative en ligne avec une autre école. Donc, vous seriez 2 écoles à travailler ensemble. Comment assurez-vous la sécurité des échanges? Puis peut-être que c'est de votre conseil ou peut-être que c'est un autre conseil carrément. Quelle est une mesure clé pour garantir la sécurité lors de collaboration en ligne? Est-ce qu'on utilise uniquement les outils approuvés par l'école? Est-ce qu'on ne partage pas les données identifiées avec des personnes externes? On active les protections par feu et VPN de l'école ou est-ce que c'est toutes ces mesures? Donc, idéalement, ce serait toutes ces mesures, juste pour s'assurer qu'on est conforme et qu'il n'y ait pas de risque de, par accident, qu'on partage des données qu'on ne devrait pas avec l'autre école ou à l'extérieur. Donc, comment vous avez trouvé ça, cet exercice-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait être utile dans vos rôles, avec vos écoles, avec vos collègues, vos élèves? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer faire, quelque chose de similaire comme ça? Adapté, bien sûr? Oui? Parfait. Puis, je suis contente dans ce cas-là. Ça aurait été utile. Fait que je vais retourner ici. Puis tout ça, en passant, je suis pas mal sûre que je l'avais déjà mis dans le Padlet, mais sinon, je vais aller l'ajouter par la suite. Comme je vous dis, ça va évoluer. Je vais vous mettre des ressources une fois de temps en temps. Fait que là, tout ça, là, on a parlé des enjeux, on a parlé des possibilités, tout ça. Avec la cybersécurité, selon vous, là, est-ce que c'est nécessaire de sensibiliser à la cybersécurité pour nos jeunes, pour les élèves? J'ai décidé, au lieu de mettre des mots, de mettre des visuels. Donc, moi, comment que je vois ça, la cybersécurité, là, quand on est tout petit, là, on doit apprendre par nos parents ou des adultes de notre vie comment traverser la rue. On doit apprendre à voir les signaux, à voir c'est quoi, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est sécuritaire, qu'on peut traverser la rue. On apprend aussi les dangers des inconnus, des étrangers et tout. Donc, la cybersécurité, c'est le même principe pour moi parce que ça va s'ajouter au bagage d'outils qu'on va développer pour nos compétences et ça va contribuer envers notre réussite scolaire. L'idéal, c'est qu'avant que l'élève finisse au secondaire, qu'il va avoir un bon bagage de connaissances incluant l'importance de la cybersécurité, la trace numérique qu'il va avoir et tout ça, l'empreinte numérique. Et en bout de ligne, qui va avoir des apprentissages concrets en lien avec tout ce qui est le numérique, la cybersécurité et tout ça. Donc, la responsabilité numérique, là, comment se protéger comme il faut en ligne, là, ça, c'est absolument un apprentissage qui est hyper, hyper important pour apprendre vraiment à réduire les risques de se faire voler son identité aussi, notamment. Côté prévention des risques, de développer les réflexes, parce que c'est comme tout, hein? Tout se pratique. Donc, on doit développer les réflexes, sensibiliser les élèves aux cybermenaces, c'est quoi l'hameçonnage, c'est quoi des liens suspects, leur permettre de développer ces réflexes-là pour avoir la confiance en ligne, d'avoir la navigation plus sûre et tout ça. Le respect des autres, on en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est clé parce qu'avec la sensibilisation à la cybersécurité, ça va favoriser un comportement plus respectueux. Enseigner, c'est quoi l'importance de la vie privée, le consentement, la communication éthique, donc de vraiment avoir un comportement en ligne positif. Puis encore une fois, les compétences essentielles, dans le fond, ça va les amener vers leur avenir. C'est quelque chose qu'ils vont utiliser comme adultes aussi. S'ils apprennent correctement jeunes, c'est peut-être là qu'on ne verra pas, pardonnez-moi l'expression en anglais, mais les fameux trolls, les trolls qu'on voit des fois, des commentaires hyper
négatifs, des fois sur des groupes en ligne, des réseaux sociaux, ben, on peut peut-être prévenir ça plus tard avec ces apprentissages-là. Ça m'amène à vous parler des ressources. Donc, on est là aujourd'hui. Moi, je suis là de l'École branchée. Vous êtes abonné à la ressource de l'École branchée. Ici, je vous montre rapidement, juste pour que vous puissiez voir là, la revue qui est vraiment pour la cybersécurité. Là, on voit quelques titres et ainsi de suite. Je vous ai mis des codes ici, là, puis encore une fois, vous avez accès à tout ça dans le Padlet. Vous avez accès à mon code QR aussi pour ça. Vous pouvez aller lire. J'adore particulièrement l'article sur maîtriser le code de conduite parce que ça parle, c'est du concret. Ça vous parle de si vos élèves sont à l'élémentaire ou au secondaire, leur groupe d'âge, qu'est-ce qu'on peut faire pour les donner des bonnes bases pour la cybersécurité, les sensibiliser à tout ça. Donc, c'est un peu comme quand on apprend à conduire, on doit apprendre les règles de la route. Bien, c'est le même principe. Donc, cet article-là, il est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Un petit clin d'œil à l'article sur le hacker éthique, parce qu'on voit le renvers de la médaille, on voit vraiment le positif de comment on peut comme contourner les hackers négatifs, si on veut. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de beaux articles là-dedans qui sont là pour vous. L'École branchée, si vous ne me connaissez pas beaucoup, on est un média dans l'enseignement à l'ère du numérique. On est à but non lucratif et ça fait depuis 1996 que l'organisation existe et exclusivement on fait des services en développement professionnel et c'est la pédagogie, comme j'ai dit au début, qui est au cœur pour nous. C'est le moteur selon nous. Le numérique est un accélérateur et c'est le personnel scolaire qui est au cœur. Donc, ici, on voit vraiment les genres de thématiques qu'on a adressées. Il y a toujours une thématique, comme exemple la cybersécurité. On a eu l'esprit d'entreprendre dans l'école récemment, la ludification et ainsi de suite. Il y en a plein des belles thématiques qui sont là pour vous. Et l'idée de lire la revue, c'est vraiment pour enrichir la réflexion pédagogique et comprendre les enjeux. Donc, c'est vraiment ça que je vous fais une petite tournée rapide de tout ça. Ces diapos-là, c'est juste pour vous permettre de comprendre c'est qui l'École branchée. Ça, c'est les thématiques de cette année scolaire. Donc, vous l'avez vu, celle-là. À l'hiver, j'ai particulièrement hâte à la thématique sur lire, écrire et compter avec le numérique. Ça va être fort apprécié, je pense, celle-là. Et aussi au printemps, enseigner avec les objectifs de développement durable. Donc, ça, c'est des thématiques que vous pouvez garder un œil dessus pour l'année en cours. Et ça, c'est quelques liens là, que je vous partage aussi dans le clavardage dans un instant pour, si ça vous tente, de communiquer avec nous pour nous partager les projets que vous faites chez vous. Si vous voulez nous contacter, là, quoi que ce soit, là, ou vous abonner à l'infolette, l'information est toute là pour vous. On fait vraiment une veille pédagogique là, pour actualiser les connaissances, pour la pédagogie et tout ça. Puis l'essentiel pour nous, c'est qu'on veut valoriser la profession enseignante et la profession, toutes les professions en fait en éducation. Donc, nous, c'est ça qu'on fait, le cœur de l'École branchée. Et je vous ai mentionné au début qu'avec le Centre Franco, vous avez accès à la revue de l'École branchée. Comment y accéder? Vous pouvez y aller de deux façons. Vous allez sur le site du Centre Franco, j'ai un petit visuel pour vous. Sous la section ressources, il y a le lien pour la revue École branchée. Puis ensuite, vous êtes capable de vous connecter en cliquant École branchée et vous choisissez votre conseil scolaire. L'autre façon d'y aller, c'est directement sur le portail, disons, de l'environnement d'apprentissage virtuel de votre conseil scolaire. Le lien d'École branchée sera là directement. Vous avez accès des deux façons. Et quand vous êtes connecté sur l'École branchée, vous allez voir ici comment accéder à la revue. Vous allez voir une belle petite étoile jaune ici. Vous allez voir l'édition numérique, la liste des numéros, les dossiers exclusifs. Quand vous vous connectez, là, quand vous allez cliquer là-dessus, vous avez l'option de lire en PDF. Puis le PDF, ça ressemble le plus possible à la revue en tant que telle. Puis la version numérique, ben, vous le faites défiler plus bas, puis vous avez accès à tous les numéros comme ça aussi. Ça dépend de votre préférence en lecture. À l'écran, j'ai le lien vers pour vous abonner à l'infolette. C'est la meilleure façon de rester au courant de ce qu'on fait à l'École branchée, les nouveautés, les nouvelles ressources qu'on vous donne. Puis on parle beaucoup, comme vous le savez, de IA, beaucoup de cybersécurité. Fait que ces temps-ci, il y a quand même pas mal d'articles qui sortent dans notre fil de nouvelles. Donc, je vous encourage de vous abonner à l'hebdo. J'avais prévu, en fait, parce que je n'étais pas sûre si j'allais avoir assez de ressources pour... j'avais prévu peut-être d'aller vous donner un petit défi, d'aller lire un article sur la cybersécurité. On pourrait peut-être prendre un petit 2-3 minutes.
Ça vous tente-tu qu'on aille sur la ressource de l'école branchée, de la revue? Peut-être qu'on ne fera pas le 5 minutes, mais on pourrait peut-être y aller ensemble. En fait, je vais y aller ensemble à mon écran. Si ça vous tente, on va y aller ensemble. Fait que moi, je suis connectée. Si ça vous tente de vous connecter, vous aussi, à votre compte, là, je vais vous guider pour vous montrer c'est où. Fait que là, vous pouvez y aller de la barre de navigation, il y a Revue, et ensuite, il y a l'espace des abonnés. Toutes les anciennes revues vont être là. Sinon, vous pouvez aussi y aller dans la petite étoile à côté de l'écran. Ça vient au même. Ça vous amène vraiment à la même place, là. Il y a juste des différents chemins qui vous amènent à la même destination. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez voir toutes les copies. Donc, on voit les thèmes, la cybersécurité, cultiver l'esprit d'entreprendre et tout ça. Il y en a plusieurs qui sont vraiment appréciés. La cohabitation des diversités, c'est l'éducation inclusive. Ça a été un thème très, très apprécié. Les traces d'apprentissage, comment voir les traces d'apprentissage différemment. C'est très pertinent avec le fait que l'IA est là maintenant, donc voir comment garder des traces avec la triangulation. Là, il y a des beaux articles là-dedans qui pourraient vous inspirer. Et ainsi de suite. Il y en a plusieurs d'autres sur le volet des compétences socio-émotionnelles. Donc, si on va sur le numéro de Éduquer à la cybersécurité, là, est-ce qu'il y en a qui ne me suivent pas ou que si jamais que vous avez de la difficulté à vous connecter, faites-moi signe dans le clavardage, s'il vous plaît, hein? Si jamais il y a quoi que ce soit. Fait qu'on peut cliquer sur Lire en ligne. On peut télécharger le PDF. Donc, si moi, j'y vais sur Lire en ligne, je vais vous montrer à quoi ça a l'air. On fait juste défiler avec la souris plus bas. On voit la mise en page ici, le mot de la rédac. Et plus bas, on voit tous les articles. Donc, lui que je vous disais, là, pour Bienvenue dans le monde de la cybersécurité, ça, c'est vraiment un bel article là-dessus. Fait qu'on peut cliquer sur n'importe quel, là. Vous pouvez en choisir un qui vous intéresse. Il y a des exemples. Lui, ici, là, je vais vous faire un clin d'œil au Nouveau-Brunswick. Il y a un programme pour favoriser l'éducation à la cybercitoyenneté. On va cliquer dessus. Bien, j'avais cliqué dessus. Et ça m'amène directement à l'article. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la droite, on voit les autres articles dans le numéro. Donc, ici, vous allez voir l'initiative qui est décrite, comment ils font ça, leur approche, et ainsi de suite. Et donc, pour eux, ils ont vraiment des thèmes essentiels pour aborder la cybercitoyenneté. Puis, ils ont vraiment des affiches sur leur salle de classe avec des écussons que les élèves qui ont terminé ou qui ont accompli une section, ils vont mettre des collants. Fait que ça, c'est comme une inspiration pour vous, là, un article qui est là. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on peut lire là-dessus. Puis, on peut aussi aller voir les autres articles ici à la droite. Ça vous amène dans le reste de la revue. Fait que c'est un petit peu comme ça. Donc, je vous recommande de jeter un coup d'œil à la table de matière et voir. On a la revue en anglais également, que vous avez accès gratuitement, mais il y a des articles qui sont traduits, puis des articles qui sont différents. Fait que si vous êtes bilingue, puis vous êtes curieux, vous avez accès aux deux. Mais sinon, la revue en français est là pour vous. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la revue? Comment y accéder? Ça va bien? Est-ce que vous avez vu le lien sur sur le Centre Franco? Si jamais il y a des conflits, des défis ou quoi que ce soit, vous allez avoir accès à mon courriel. Vous pouvez toujours... je vais voir des commentaires. L'élève... OK, oui. Je pense que c'est un commentaire qui a été... je viens juste de le voir, mais c'était comme par rapport à tantôt dans le... Ça me fait rire. Merci. Bon, fait que c'est ça. Le Padlet également, encore, le lien est là pour vous. Je vais le replacer, le lien direct, je vais le replacer pour vous dans le clavardage. Je vais prendre un petit instant pour retourner avec vous dans le Padlet, juste pour vous faire un petit coup d'œil à quoi d'autre qui se trouve caché, les petites merveilles qui sont là pour vous. Donc, la première colonne, il y a un petit rappel de comment accéder des ressources. Donc, en allant sur le site du Centre Franco, on a l'information qui est là. J'ai aussi une genre de petite vidéo de moins de 5 minutes ici, là, qui passe rapidement à travers des ressources de l'école branchée. Il y a un petit tutoriel ici. J'explique un peu les colonnes. Puis, je vous donne nos contacts. Fait que ça, c'est moi, la petite personne à la gauche, puis ma collègue Hélène à la droite. Donc, si jamais que vous avez des questions, là, gênez-vous pas, c'est des humains. Je vous promets que ce n'est pas un chatbot, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous répondre, c'est vraiment nous. On a des grands dossiers à l'école branchée. Donc,
un grand dossier, c'est quelque chose qui a plus de profondeur qu'un article. Donc, l'intelligence artificielle, il y a vraiment un grand dossier là-dessus. On en a un sur vraiment les conseils. Je vous en ai ciblé quelques-uns ici, mais il y en a d'autres. Vous allez pouvoir creuser si ça vous tente. Il y en a un qui est vraiment intéressant pour les directions d'établissement, donc les directions d'école avec l'IA, donc les questions à se poser et tout ça, là. Il est bien apprécié, lui. Le laboratoire créatif et ainsi de suite, la pleine conscience à l'école. Tantôt, je vous ai montré les colonnes sur l'IA. J'en ai des colonnes sur la cybersécurité. Là, j'ai 2 coups de cœur. Le coffre à outils, ça là, ici qui est en jaune à mon écran, on a répertorié toutes nos ressources à l'école branchée qui ont rapport avec la cybersécurité. Donc, si je l'ouvre là, si vous cherchez un point de départ avec la cybersécurité, ça va être vraiment lui. Dans le fond, c'est votre coffre à outils. Puis là-dedans, là, c'est tous les articles qui ont apparu sur notre fil d'actualité en lien avec la cybersécurité. Dans la revue d'école branchée, ça, c'est tout le contenu de la revue sur la cybersécurité. On a même mis les articles en anglais, si jamais il y en a qui veulent voir la différence. Les grands dossiers. On a quelques guides d'activités pédagogiques. Ça, vous n'êtes pas abonné. Fait que juste pour vous le dire, là, c'est juste que c'est des ressources qui existent chez nous et d'autres ressources intéressantes que vous avez accès aussi là-dessus. Donc, ça, c'est là pour vous. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai conçu moi-même un défi d'évasion. J'ai utilisé Genially, qui est une application qui est un peu comme les Google Slides, puis les Canva, les PowerPoint. Ça a été super facile à faire ce défi d'évasion-là. Il est là pour vous autres. Si vous voulez vous en inspirer, si vous voulez essayer de le faire, là, c'est anonyme. Moi, je ne vais pas voir ça. Ça vous permet d'aborder la thématique de la cybersécurité. Vous pourriez en faire un avec vos élèves, avec le personnel que vous accompagnez aussi. Donc, c'est un modèle. J'ai pris un gabarit qui existait dans Genially. Fait que c'était super comme expérience. J'ai peut-être pris 1 heure à le faire. Donc, c'était quand même assez rapide. Fait que voilà, j'ai d'autres ressources pour vous qui sont là. Il y a une super auto-formation qui est gratuite à travers du Cadre 21, si jamais que vous êtes curieux, c'est là. Et plus loin dans le Padlet, j'ai extrait quelques articles par thématique qui pourraient piquer votre curiosité. J'ai choisi comme un échantillonnage d'articles, 2 ou 3 articles par thématique. Et c'est là pour vous. Donc, vous allez pouvoir explorer. Je ne vais pas tout lire ça, là, mais je vous dis que c'est là les considérations. On en a discuté tantôt, dans le fond, l'essentiel de pourquoi les impacts, si on veut, sur la réussite des élèves, sur leurs compétences, le fait que l'IA peut personnaliser leur apprentissage d'une certaine façon, la citoyenneté numérique responsable et ainsi de suite. Donc, je vous encourage de jeter un petit coup d'œil à ça. Et on a une salle de profs avec le groupe Facebook de l'école branchée si vous voulez joindre la conversation qui est là pour vous. J'ai aussi ça dans le Padlet si jamais il y a quoi que ce soit. En concluant, je veux juste vous laisser avec quelques pistes de réflexion. Tout ça, là, l'IA, ainsi de suite, ça ne va jamais remplacer l'humain. Elle peut enrichir notre pédagogie, on peut l'utiliser pour s'inspirer. La cybersécurité, ça peut être l'affaire de tous. On peut chacun jouer un rôle, un petit geste. Ce n'est pas obligé de changer puis ça alourdir la tâche, mais on peut réfléchir à ça et voir comment on peut sensibiliser notre clientèle, que ce soit les directions d'école, les enseignants ou les élèves, selon votre rôle. Puis on peut vraiment au quotidien faire des petits gestes pour faire des petits changements pour sensibiliser. Puis moi, je vous propose quelques actions, des pistes concrètes. Peut-être un atelier, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec des questions, des sondages. Comment intégrer l'IA d'une façon réfléchie. Puis là, je vous ai mis le plan de citoyenneté numérique pour le Nouveau-Brunswick pour vous donner une idée de ce qui se fait ailleurs. Puis voilà, je fais un petit retour sur les objectifs pour voir si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas abordé? Si vous avez des questions de plus, là, on pourra en discuter. Puis je vous laisse ça à mon écran. C'est mon courriel, c'est mon code QR, si jamais que vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou quoi que ce soit ça. Je vous laisse aussi avec l'avantage l'information pour le groupe Facebook de l'école branchée et je vous mets mes coordonnées également. Est-ce que vous avez des questions, Louis, s'il y a quelque chose que... Bien, justement, avant qu'on prenne la période de questions, moi, je vais prendre 2 minutes pour, Nicole, te remercier très sincèrement. Je pense que tu as animé
mon désir d'en savoir plus. Tu nous as partagé plein de questions, plein de ressources. Tu nous as fait travailler, tu nous as invités à participer à ta formation. Je pense que l'intelligence artificielle, pour certains, ben, c'est un inconnu, mais grâce à ta formation aujourd'hui, je pense que, en tout cas, moi, de mon côté, je me sens plus confiant de au moins regarder ce que c'est et puis d'après ça, de décider ce que je veux faire avec. Je donne toujours l'exemple que l'intelligence artificielle, c'est comme avoir un assistant ou une assistante à côté de moi et je peux plus intelligent et intelligente que moi et je peux lui demander à peu près n'importe quoi. Il faut juste savoir comment lui demander et après ça, ben, vérifier si ce qu'elle m'a donné comme réponse, c'est pas des bobards, ou en tout cas, c'est une Mhm. partie de la réponse. Alors donc, voilà. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis après ça, ben, je reviens avec mon dernier commentaire.